Je ne m'attendais pas à être humiliée à la fête de fiançailles de ma propre sœur. Les lumières étaient chaleureuses, les sourires répétés, et sa voix portait facilement quand elle a ri et dit que j'étais juste administrative au tribunal. Les gens ont ri doucement. Quelqu'un a fait teinter son verre. Ma poitrine brûlait, mais je suis restée silencieuse comme je le faisais toujours. Puis son fiancé s'est tourné vers moi, étudiant mon visage comme s'il l'avait déjà vu quelque part. « Alors, qu'est-ce que tu fais vraiment ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas défendue. J'ai dit un mot. Et ce qui s'est passé ensuite n'a pas été bruyant, dramatique ou désordonné. Mais cela a changé la façon dont ma famille me regardait pour toujours. Je m'appelle Véronique. Et aussi loin que je me souvienne, ma famille a toujours aimé les étiquettes soignées. Le genre qu'on peut dire rapidement au dîner, le genre qui n'invite pas aux questions supplémentaires. Ma sœur Evelyne a toujours été l'impressionnante. Ambitieuse, charismatique, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et la faire orbiter autour d'elle. Et moi, j'étais la calme, la fiable, celle qui travaillait au tribunal. Cette phrase me suivait partout. Aux tables de Noël, au dîner d'anniversaire, lors d'appels décontractés avec des proches qui ne m'avaient pas vu depuis des années. « Alors, tu fais toujours de l'administratif ?» demandait-il, souriant comme s'ils étaient gentils. J'hochais la tête. Oui, toujours là. Et la conversation passait à autre chose. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était avec quel soin j'avais appris à rester invisible autour d'eux. Pas parce que j'avais honte, mais parce que chaque fois que j'essayais d'expliquer, leurs yeux devenaient vitreux. J'ai appris tôt que mes accomplissements mettaient les gens mal à l'aise, surtout Evelyne. Alors, j'ai adouci mes mots, arrondi les angles, je les ai laissés croire à la version réduite de moi-même, parce que cela maintenait la paix. À la maison, le schéma ne changeait jamais. Evelyne parlait. Tout le monde écoutait. Mes parents se penchaient en avant quand elle parlait de son travail, de ses étapes importantes, de ses projets. Quand je parlais, les fourchettes raclaient les assiettes, quelqu'un se resservait du vin. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une habitude, et les habitudes sont difficiles à briser. Il n'y avait qu'une seule personne qui me regardait différemment. Ma cousine Liliane. Elle remarquait les soirées tardives, ma façon de me tenir, la façon dont mon téléphone vibrait à des heures indues. Elle connaissait la vérité même si je ne la disais jamais à voix haute. Parfois, elle me serrait la main sous la table comme pour me rappeler que je n'étais pas invisible partout. Je me disais que je n'avais pas besoin de la validation de ma famille. Je me disais que leurs opinions ne comptaient pas. Mais ce n'était qu'à moitié vrai, car chaque fois qu'Evelyne riait de mon travail au tribunal, quelque chose en moi se serrait. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus calme. De plus lourd. Au moment où sa fête de fiançailles est arrivée, je savais déjà comment la soirée allait se passer. J'arriverais tôt. J'aiderais là où c'était nécessaire. Je sourirais quand on me présenterait. Je partirais avant que quiconque remarque mon absence. Je n'attendais pas de respect. Je n'attendais pas de curiosité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'être acculé par une question qui refusait de laisser le mensonge survivre une minute de plus. La fête de fiançailles était exactement ce qu'on pouvait attendre d'Evelyne. Parfaite comme une image, excessive et soigneusement conçue pour impressionner. Des guirlandes lumineuses s'étendaient à travers le jardin comme un coucher de soleil de théâtre. Des fleurs blanches partout. Une bannière avec leur nom accroché si haut qu'on aurait dit qu'elle nous surveillait. Je suis arrivée tôt parce que c'est ce que je faisais toujours. Avant même que je puisse poser mon sac, ma mère m'a tendu une pile de serviettes et a pointé la table des boissons. « Tu peux aider là-bas » a-t-elle dit, se détournant déjà. Pas de contact visuel, pas de point d'interrogation. Au moment où les invités ont commencé à arriver, j'avais déjà rempli la glace 2 fois et essuyé un comptoir que personne n'avait encore utilisé. Je me suis dit que c'était bon. J'étais habituée à ce rôle. Utile, calme, hors du chemin. Puis Evelyne est arrivée. Elle est sortie de la voiture, rayonnante, le diamant accrochant la lumière comme s'il avait son propre projecteur. Les gens se sont rassemblés autour d'elle instantanément. Les compliments fusaient. Les appareils photo flashaient. Son fiancé Daniel suivait de près, poli, calme, souriant. Comme quelqu'un qui savait tenir une salle sans trop essayer. Il serrait des mains, remerciait les gens, écoutait plus qu'il ne parlait. Au début, il m'a à peine regardé. Evelyne s'assurait que tout le monde sache à quel point il réussissait.
De grosses victoires, de gros paiements, de gros chiffres qui semblaient impressionnants mais se brouillaient après un moment. Mes parents rayonnaient comme s'ils y étaient pour quelque chose. Je me tenais près du bord de la foule, champagne intact, regardant la même histoire que j'avais vue toute ma vie se jouer à nouveau. Puis Evelyne m'a remarqué. « Viens ici », a-t-elle dit, me faisant signe comme après coup. Je ne pense pas que tout le monde ait rencontré ma sœur. Elle a passé un bras autour de mon épaule et a souri largement. C'est Véronique. Elle travaille au tribunal. Quelques hochements de tête polis. Un intérêt modéré. C'est juste de l'administratif, a ajouté Evelyne en riant. Elle garde les choses organisées. Répond au téléphone. Vous savez comment c'est. Quelqu'un a ri doucement. Une autre personne a souri comme si cela expliquait tout. J'ai senti la chaleur familière monter dans ma poitrine. Le vieil instinct s'est déclenché pour lisser les choses, rester calme, laisser passer. J'ai regardé mon verre et pris une lente inspiration. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus fort. Mais Daniel n'a pas ri. Il me regardait maintenant, vraiment. Son sourire s'est estompé juste légèrement. Ses yeux cherchaient mon visage comme s'il feuilletait des souvenirs qui ne s'alignaient pas tout à fait. J'ai vu le moment d'hésitation, la pause qui n'était pas à sa place. Le dîner a été annoncé, et nous sommes passés à table. J'ai pris un siège près du bout, exactement là où l'on m'attendait. Des toasts ont été portés. Evelyne s'imprégnait de tout cela. Puis elle a levé son verre à nouveau. Certaines personnes plaident des affaires importantes, a-t-elle dit en hochant la tête vers Daniel. Et certaines personnes répondent au téléphone. Pas vrai, Véronique. Ses yeux ont glissé vers moi, me mettant au défi de réagir. C'est là que Daniel s'est tourné complètement sur sa chaise et m'a regardé droit dans les yeux. Attends, a-t-il dit lentement. Véronique, qu'est-ce que tu fais exactement au tribunal? La table s'est immobilisée. Chaque œil s'est tourné dans ma direction, et soudain, il n'y avait plus nulle part où le mensonge pouvait se cacher. Pendant un moment, personne n'a parlé, pas par politesse, mais parce que la question ne collait pas au script. Elle restait là, gênante et exposée comme un fil arraché du mur. Je sentais chaque paire d'yeux sur moi, je sentais le poids des années appuyé sur mes épaules. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mes mains posées sur la table. Un pouce traçait le bord de mon verre. Le bois sous mes doigts était frais, solide, réel. Je pouvais entendre le bourdonnement bas des lumières extérieures, le faible bruit de vaisselle venant de la cuisine. La vie continuait même alors que quelque chose se fissurait doucement. Dans cette pause, 1000 petits moments ont afflué. Chaque fête où l'on m'avait demandé d'aider à installer. Chaque dîner où mon travail était résumé en un seul mot qui mettait les gens à l'aise. Chaque fois que j'avais choisi le silence parce que cela semblait plus facile que de voir la déception scintiller sur le visage de mes parents. Je me suis souvenu d'être debout dans mon appartement tard le soir, chaussures encore aux pieds, relisant des notes, me préparant pour une autre longue journée, sachant que rien de tout cela ne serait jamais mentionné à table. J'ai réalisé quelque chose alors. Je ne les protégeais pas en restant silencieuse. Je protégeais la version de moi qu'ils préféraient, la plus petite, celle qui ne défiait l'orgueil de personne. En face de moi, Evelyne souriait trop fort. Sa mâchoire était serrée, ses yeux perçants, comme si elle pouvait sentir le changement, même si elle ne le comprenait pas encore. Ma mère fixait son assiette. Mon père a tendu la main vers son verre et s'est arrêté à mi-chemin, incertain. Daniel me regardait toujours, pas impatient, pas moqueur, juste en attente. Le vieil instinct me disait d'adoucir le coup, de dire quelque chose de vague, de maintenir la paix une fois de plus. Mais un autre sentiment s'est élevé, calme et stable. Pas de la colère, pas de la vengeance. De la clarté. Si je parlais maintenant, la vérité atterrirait. Si je restais silencieuse, le mensonge continuerait de vivre, et je continuerais de rétrécir pour lui faire de la place. J'ai compris alors que ce n'était pas pour embarrasser ma sœur ou prouver quoi que ce soit à une table remplie de gens qui n'avaient jamais vraiment demandé. C'était pour refuser de disparaître davantage. Je me suis redressée légèrement sur ma chaise, j'ai posé mon verre. Le son était petit, mais il a tranché le silence. Mon rythme cardiaque a ralenti. La peur que je portais depuis des années a relâché son emprise juste assez. J'ai regardé Daniel d'abord, puis mes parents, puis enfin Evelyne. Et je savais que peu importe ce qui viendrait ensuite, il n'y aurait pas de retour à qui j'avais été avant cette question.
Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas expliqué. J'ai dit un mot. Juge. Il a atterri doucement, presque poliment, mais l'effet a été immédiat. L'air a changé, pas dramatiquement, pas de halètement, pas de cris, mais comme si quelqu'un avait éteint le bruit de fond du monde. Les conversations sont mortes à mi-souffle. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Même les guirlandes lumineuses semblaient bourdonner plus fort dans le calme soudain. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur si vite que cela m'a surprise. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées comme si elle cherchait une phrase qu'elle n'avait jamais répétée. Mon père a cligné des yeux fortement, sa main se serrant autour de son verre avant de le reposer soigneusement comme s'il risquait de se briser s'il n'était pas doux. Evelyne a ri. C'est sorti aigu et cassant. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit en agitant la main. Très drôle. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mes yeux sur Daniel. Il n'avait pas ri. Il n'avait pas bougé du tout. Son expression avait changé d'une manière que j'ai reconnue instantanément. Pas de la confusion, pas de la colère, mais de la reconnaissance se mettant enfin en place. Il s'est reculé lentement, m'étudiant comme s'il réassemblait un souvenir pièce par pièce. « Juge », a-t-il répété doucement. Puis ses yeux se sont écarquillés d'une fraction. « Véronique Lecomte », a-t-il dit. Le tribunal du centre-ville. Personne ne respirait. « Vous avez présidé mon affaire l'année dernière », a-t-il poursuivi. Celle avec le litige d'entreprise. Je me suis tenu devant vous plus d'une fois. Le silence s'est approfondi, lourd et indéniable. Le sourire d'Evelyne s'est figé. « De quoi tu parles ?» a-t-elle claqué, se tournant vers lui. Elle fait de l'administratif. Elle répond au téléphone. Tu l'as rencontré genre 2 fois. Daniel ne l'a pas regardé. Je sais à quoi ressemble le travail administratif, a-t-il dit calmement. Et je sais à quoi ressemble un juge. Il m'a regardé à nouveau. Vous étiez juste, direct. Vous n'avez pas fait de spectacle. Vous avez écouté. C'est pour ça que je m'en souviens. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Tu es juge, a-t-il demandé, l'incrédulité épaisse dans son ton. Depuis quand ? 3 ans, ai-je dit d'une voix égale. Ma mère a secoué la tête comme si le mot lui-même n'avait pas de sens. Mais tu as dit que tu assistais quelqu'un. Tu as dit que je le faisais, ai-je répondu. Au début. Personne n'a jamais demandé après ça. C'est là que ça les a frappés. Pas tout d'un coup, mais lentement, douloureusement. La réalisation que l'histoire qu'ils répétaient depuis des années n'avait pas été corrigée, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était pratique, parce qu'elle ne menaçait pas l'équilibre auquel ils étaient habitués. Evelyne a reculé légèrement sa chaise, les yeux dartant entre les visages. « C'est ridicule », a-t-elle dit. « Tu as laissé tout le monde croire que tu étais assistante. Qui fait ça ?» J'ai croisé son regard pour la première fois. « Je n'ai pas menti », ai-je dit. « J'ai arrêté de te corriger. » Son visage a rougi. « Tu as fait ça exprès », a-t-elle claqué. « Tu as attendu ma fête de fiançailles pour m'embarrasser. » J'ai secoué la tête. « Tu t'es embarrassé toi-même. » J'ai répondu à une question que tu as posée devant tout le monde. Elle s'est tournée vers Daniel, sa voix montant. « Tu savais. Tu savais qu'elle était juge et tu ne me l'as pas dit. »« Je ne savais pas, » a-t-il dit. « Je n'ai jamais fait le lien entre la juge Lecomte et ta sœur. Tu n'as jamais dit son nom de famille. Tu ne l'as jamais laissé parler. » Cela a atterri plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Autour de la table, les réactions se propageaient. Mon oncle fixait ses mains, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Ma grand-mère a tendu la main à travers la table et a serré doucement mon poignet comme si elle attendait ce moment depuis plus longtemps que quiconque. « Je l'ai toujours su », a-t-elle dit doucement. « Tu te tenais différemment. » Evelyne s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé contre le patio en pierre, le son tranchant le calme. « C'est ma soirée », a-t-elle dit, sa voix tremblant maintenant. « Et tu l'as gâchée. Tu fais toujours ça. Tu trouves toujours un moyen de ramener tout à toi. » Je suis restée assise. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Puis j'ai répondu calmement. « Jusqu'à ce que tu te moques de moi. Jusqu'à ce que tu me réduises à une blague devant ton fiancé et notre famille. Ce n'était pas accidentel. C'était un choix. » Sa bouche s'est ouverte puis refermée.
Pour la première fois, elle n'avait pas de réplique prête. Daniel s'est levé lentement. « Evelyne, a-t-il dit prudemment. La façon dont tu lui as parlé. » Elle l'a coupé. « Ne commence pas. Tu es censé être de mon côté. »« Je suis du côté de la vérité, » a-t-il dit. « Et je ne sais pas comment j'ai raté ça. Comment je t'ai laissé parler de ta propre sœur comme ça. » C'est le moment où ça s'est brisé. Pas bruyamment, pas explosivement, mais complètement. Evelyne a regardé autour de la table et a réalisé que l'orbite avait changé. L'attention qu'elle avait toujours commandée n'était plus la sienne. Personne ne riait. Personne ne la défendait. Même mes parents restaient figés, coincés entre la fille qu'ils avaient toujours louangée et celle qu'ils n'avaient jamais vraiment vue. « C'est incroyable, » a-t-elle chuchoté. « Tu penses que tu vaux mieux que moi maintenant ?» J'ai secoué la tête. Non. Je pense que j'ai enfin arrêté de faire semblant d'être moins que ce que je suis. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, quelque chose de brut et d'effrayé vacillant derrière sa colère. Puis elle s'est tournée et est rentrée à l'intérieur, ses talons frappant le sol comme des points de ponctuation à la fin d'une phrase. Daniel a hésité, m'a regardé. Il y avait du conflit dans ses yeux, mais aussi du respect. « Je dois aller lui parler », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Après leur départ, la table est restée silencieuse. Le champagne tiédissait. Les assiettes restaient intactes. Ma mère a finalement tendu la main vers la mienne. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» a-t-elle demandé, sa voix petite. Je n'ai pas retiré ma main. Parce que chaque fois que j'ai essayé d'être vue, ai-je dit, vous avez regardé ailleurs. Personne n'a contesté ça. Et dans ce calme, j'ai senti quelque chose d'inconnu s'installer dans ma poitrine. Pas du triomphe. Du soulagement. Comme si j'avais enfin posé un poids que je portais depuis des années et réalisé que je n'avais pas à le reprendre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un téléphone silencieux et un étrange sentiment de calme. Pas d'effroi, pas de rediffusion de la soirée dans ma tête, juste la lumière du soleil à travers les stores et le bourdonnement régulier de la ville à l'extérieur de ma fenêtre. Puis les messages ont commencé à arriver. Appels manqués, longs textes, brèves excuses qui semblaient maladroites mais sincères. Des proches qui voulaient soudainement prendre des nouvelles. Mes parents ont laissé 2 messages vocaux. Je n'en ai écouté aucun. Vers midi, on a frappé à ma porte. C'était Daniel. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi mais qui avait beaucoup réfléchi. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées de mon canapé, le café refroidissant entre nous. Il n'a pas cherché d'excuses. Il ne l'a pas défendu. « Je ne peux plus ne pas le voir maintenant », a-t-il dit. La façon dont elle t'a parlé, la façon dont tout le monde a laissé faire. J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Je ne sais pas encore ce que ça signifie pour nous, a-t-il admis. Mais je sais que je ne peux pas l'ignorer. Quand il est parti, l'appartement semblait plus léger. Pas vide, juste honnête. Quelques jours plus tard, Evelyne est arrivée à l'improviste. Pas de maquillage, cheveux tirés en arrière, la version d'elle qui n'apparaissait jamais aux réunions de famille. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous ne nous sommes pas battus. J'avais peur, a-t-elle dit finalement. D'être ordinaire. D'être deuxième. Je l'ai cru. Je ne suis pas là pour être en compétition. Je ne l'ai jamais été, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement comme si elle entendait ça pour la première fois. Nous ne sommes pas devenus soudainement proches. Rien n'a été réparé du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. Mes parents ont commencé à poser des questions et à attendre réellement les réponses. Liliane me souriait à travers les tables de dîner et pour la première fois, je ne ressentais plus du tout le besoin de m'expliquer. J'avais l'habitude de penser que rester silencieuse était la même chose qu'être gentille. J'avais tort. Le silence ne protégeait personne. Il apprenait juste aux gens à quel point il pouvait me rendre petite. La vérité, c'est que vous ne devez à personne une version réduite de vous-même juste pour maintenir la paix. Si vous avez déjà été là, cachant votre croissance pour que les autres se sentent à l'aise, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si cela a résonné en vous, abonnez-vous. Vous méritez d'être vu. Vous êtes sur la chaîne Les Liens du Passé.